Chirel, vas-y. Il y a qu'à vous le micro de Chirel. Vous m'entendez là? Oui. Vous m'entendez? Voilà. Alors, bonsoir à tous, c'est Reftov Arav. On est très content de pouvoir revenir au Shiurim, Baruch Hashem. Et on attendait que ça recommence. Bienvenue à tout le monde. Voilà, on relance un travail du CNEF d'activité. Ça va être très compliqué, mais on va faire de notre mieux pour qu'il y ait nos activités, nos Shiurim, pour qu'on réponde à vos besoins. Donc, voilà, c'est le premier cours. Et on est quelques-uns, mais j'espère qu'au fur et à mesure, on sera encore plus. En plus, maintenant, c'est par Zoom. C'est plus facile. Et merci beaucoup au Rav Bélange de l'accepter de nous faire par Zoom. Et voilà, chazak à tous. Daraba, merci Chirel. Erev Tov, bienvenue à tout le monde pour une nouvelle série de cours du CNEF Bezrat Hashem cette année, Shnatav Shinpe Aleph. Bezrat Hashem, que ce soit une année d'études, une année de prospérité, de réussite pour tout le monde dans tous les domaines. Et en ce qui nous concerne particulièrement dans le domaine de l'étude de la Torah, effectivement, c'est la première fois qu'on fait des cours virtuels. On continue d'une certaine façon les mêmes cours, mais d'un autre côté, effectivement, tout le format est complètement différent. Alors, d'un côté, c'est différent. D'un autre côté, ça va peut-être permettre à d'autres personnes d'accéder à ce type de cours qui ne sont pas spécialement sur place en Israël, ou alors même en Israël, pas spécialement à Jérusalem. Donc, il y a aussi un avantage là-dessus. On commence tout de suite par un sujet qui me tient personnellement à cœur. Et bien que la phrase soit un petit peu dure, vous allez voir de quoi il retourne. Ochavruta omituta. C'est-à-dire, j'ai traduit ça, j'ai adapté ça comme vivre l'amitié ou rien. C'est un petit peu, si vous voulez, si on se pose un dilemme comme ça, de dire le principal, c'est de vivre une vie sociale, développée, épanouie, avec des amis, des contacts sociaux. Ou alors, ça vaut rien, ça vaut pas grand-chose. Cette phrase-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu. C'est une phrase qui vient tout droit du Talmud. Et ce qu'on va faire ce soir, en fait, c'est on va étudier en fait dans quel contexte elle a été dite, quelle est l'histoire qui se cache derrière cette phrase, et, et on va essayer de relier l'histoire à une autre histoire qui est aussi tout autour du contact social et de l'amitié, pour essayer d'en sortir quelque chose qui est vraiment qui me tient à cœur au niveau de cette époque. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a disparu d'un moment. Vous m'entendez maintenant? D'accord?
là. Ouais, il n'y a plus rien là. Il a des problèmes de... Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ben? Sam? Moi, je t'entends. Je t'entends Ouais, pour on l'instant. entend, on entend. Ok. Ok, top. Je sais pas ce qui se passe. Bien. Ok, donc on y va. Ce qu'on va faire maintenant, donc, c'est qu'on va étudier ensemble la première section, un passage du Talmud Masechet Ta'anit. Et ne vous inquiétez pas, même les gens qui n'ont pas l'habitude d'étudier, on va y aller très lentement. Et je mets le texte devant les yeux pour ceux qui veulent voir le texte en hébreu, en araméen dedans. Mais je passe tout de suite à l'explication de l'histoire en français. Alors en fait, on nous raconte l'histoire d'un grand sage, un grand tzaddik qui s'appelle Choni Améagel. On va expliquer un petit peu plus, détailler un peu plus sa personnalité dans un moment. Mais moi, ce qui m'intéresse d'Afka pour l'instant, c'est de parler de l'histoire précise qui s'est passée avec lui à ce moment-là. Il était en chemin et il a rencontré quelqu'un. Donc, regardez là, je montre avec la flèche où est-ce que ça commence. Azal Be'orcha Chazel Aougav. Il était en chemin, il a vu une personne qui est en train de planter un caroubier. Ok, alors il s'est intéressé. Et point de vue botanique, il lui dit, dis-moi, combien de temps ça met pour qu'un caroubier il porte ses fruits? Il a répondu, il a dit, ça prend 70 ans. C'est pas très rentable, le caroubier, comme exploitation agricole. Ça prend 70 ans avant la première récolte. Et là, Choni, Améagel, il lui dit, écoute, tu es sûr que tu vas vivre autant de temps pour pouvoir prendre du plaisir de cette première récolte? C'est-à-dire qu'apparemment, il n'était pas déjà tout jeune. Il dit, tu es sûr que tu pourras voir les premiers fruits, les prémices de ta récolte? Qu'est-ce qu'il lui répond? Aïgavra, qui est la troisième phrase. Il lui dit, moi, hein, quand je suis venu au monde, j'ai trouvé le monde avec un caroubier. Qui c'est qui l'a planté ce caroubier? Mes ancêtres. Donc moi aussi, je plante un caroubier pour mes descendants. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle Galgal Choser, moi, j'ai reçu de mes ancêtres quelque chose, je veux le faire passer aux autres. Donc c'est pour ça que même si moi, je ne mangerai pas de ces fruits, je suis intéressé pour que mes enfants, mes petits-enfants, ils puissent en prendre plaisir. À ce moment-là, l'histoire continue sur quelque chose de complètement différent. Il s'assoit pour casser la croûte, comme on dit, il prend un petit sandwich et il commence à manger. Et là, il s'endort. Apparemment, il a bien mangé, il était repu, rassasié. Il s'est endormi. Mais à la différence d'une petite sieste qu'on fait après un repas de quelques minutes ou voire même quelques heures, il a dormi 70 ans. Il s'est endormi pendant 70 ans. Et là, la Gemara nous raconte qu'à ce moment-là, il y a eu un miracle. En fait, c'est deux miracles. Le premier miracle, c'est qu'il s'est endormi, il n'est pas mort. Il s'est endormi, en fait, il a hiberné pendant 70 ans. Et peut-être ce qui a permis ce miracle, c'est le fait que le côté de la falaise a grandi, s'est étendu, elle a recouvert, il a fait une sorte de voûte comme ça. Il est resté sous cette voûte pendant 70 ans. Donc il n'a pas été agressé ni par les intempéries, ni par des bêtes fauves, etc. Et un beau jour, après 70 ans de ce sommeil bizarre, de cette hibernation, il s'est réveillé. Et qu'est-ce qu'il voit? Ensuite, ici à la cinquième ligne, il a vu la même personne qui a planté le caroubier, le voit en face de lui, devant ses yeux, en train de récolter les prémices, de récolter les fruits du caroubier. Alors il se frotte les yeux, il dit, attends, c'est pas possible. Comment c'est possible que je t'ai vu il y a un instant planter ce caroubier et maintenant je vois que tu manges des fruits? Il lui dit, attends, c'est toi qui as planté le caroubier? Là, tu lui réponds, non, c'est pas moi. Je suis le petit-fils de celui qui l'a planté. Alors là, il comprend, Shema Mina. Des Naïm et Shivim Shana. Ça veut dire que j'ai dormi 70 ans.
De par là, on apprend que j'ai dormi pendant 70 ans, vu que son grand-père lui a enseigné que ça prend 70 ans pour un caroubier pour donner ses fruits. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans la vie de Choni Hamehagel? 70 ans sont passés, le monde a changé, et lui, il est revenu à lui-même. Qu'est-ce qu'il va trouver? Première constatation, il a vu son âne, qui a eu beaucoup de descendants. Apparemment, ce n'est pas son âne, mais c'est là aussi les petits-fils et les arrière-petits-fils de son âne. Ok. Azal et Beiti. Maintenant, évidemment, l'Ifran Emet, c'est quand il va arriver à sa maison, qu'est-ce qu'il va trouver là-bas? Il allait à sa maison, tape à la porte. Shalom. Est-ce que le fils de Choni Hamehagel, est-ce qu'il est vivant? C'est la question qu'il a posée. On lui a dit non, le fils de Choni Hamehagel, il n'est plus, mais son petit-fils, il est vivant. Ah, donc il arrivait en fait à sa maison, qui habitait par ses petits-enfants. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'identifie. C'est moi, Choni Hamehagel. C'est moi ton grand-père. De là, on apprend qu'apparemment le petit-fils n'a jamais vu son grand-père avant qu'il s'endorme. C'est moi ton grand-père. Et là, une phrase terrible. Regardez 4 lignes avant la fin. Lo ehemenu. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'évidemment, oui, ils ont entendu parler de Choni Hamehagel, mais c'était il y a 70 ans. Et c'est impossible qu'une personne puisse disparaître pendant 70 ans et revenir avec un aspect, non pas d'un vieillard de 100 et quelques années, mais quelqu'un dans la fleur de l'âge peut-être. Azal, les bêtes à Midrash. Il s'est rendu au Beth Midrash, là où il passait le plus clair de son temps dans son ancienne vie. Il a entendu une phrase comme ça, qui a été dite dans le Beth Midrash. Il a entendu qu'en fait, la façon qu'il a d'étudier dans le Beth Midrash, apparemment, il étudiait à voix haute, la façon qu'il a d'éclaircir les sections du Talmud, les notions de halakha, elles sont claires, distinctes et pures, comme à l'époque de Choni Hamehagel. C'est un petit peu, si vous voulez, comme dire aujourd'hui, son style rappelle le style de Choni Hamehagel. Sa clarté dans l'explication est limpide. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est moi. Okay? Ne soyez pas stupéfaits, ne soyez pas surpris, parce que c'est moi, Choni Hamehagel. Et là aussi, ils n'ont pas cru. Non, tout le monde sait qu'il a disparu à 70 ans. On n'a jamais retrouvé sa dépouille. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais il a disparu. Et là, je suis 2 lignes avant la fin, et c'est ce qui nous importe principalement. Velo avdele yikra kedeme baele. Chalash daate bale rachame umit. Ils ne lui ont pas donné le kavod, le respect, l'honneur qui lui revient. C'est-à-dire, quoi, ils l'ont négligé? Non, pas spécialement. Mais ils ont dit, c'est un Talmid Chacham, il étudie bien la Torah, il est très fort, mais ils ne l'ont pas respecté comme dans l'époque antécédente, ils le respectaient. Parce que c'était qui Choni Hamehagel? Choni Hamehagel, dans Maseret Ta'anit, on nous raconte que d'abord, c'était un maître de la Torah, c'était un Tana. C'est quelqu'un qui connaissait toute la Torah par cœur, Yachar V'Afour, comme on dit. Mais en plus de ça, chez lui, ça s'est traduit par le fait qu'il arrivait à une capacité de tefila, de prière, qui était sans pareil. Il arrivait à faire tomber la pluie à sa guise, comme la même histoire où il y a eu une année de sécheresse. Et les Bnei Israël sont venus, ils se sont tournés vers Choni Hamehagel, je t'en supplie, toi, fais tomber la pluie. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton, il a dessiné un cercle, il est rentré dans le cercle, il s'est tourné vers la Kadosh Baruch Hu, il a dit, tout le temps où tu ne fais pas tomber la pluie, je ne sors pas de ce cercle. C'est de toute façon une sorte de blackmail, quand il a fait une sorte de marchandage comme ça. Si tu ne fais pas tomber la pluie, je ne sors pas d'ici. Je ne peux pas rester très très longtemps ici. Et lorsque la pluie a commencé à tomber, il a décidé avec quelle force il faut que la pluie ne tombe, pas une pluie tempête parce que ça casse les récoltes, et pas non plus une pluie qui est trop fine parce que ce n'est pas suffisant, mais une pluie moyenne, une pluie de bénédiction. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné. C'est lui Choni Hamehagel, ni plus ni moins. Il y a une personne qui, à sa guise, fait tomber la pluie alors que les gens sont presque morts de faim et de soif à cause de la sécheresse. Alors, quand il est rentré dans le Beth Midrash et qu'il a expliqué
les sections du Talmud, de façon extrêmement claire et limpide, comme il savait le faire. Quand il est revenu, il s'est réveillé, il était sain de corps et d'esprit. Il n'a rien perdu de sa lucidité. Et ils ont apprécié cette Torah-là, mais d'un autre côté, ils ne lui ont pas ramené tout le kavod qui lui était dû. Ils ne l'ont pas reconnu comme Choni Hamagel, celui qui était en fait le Gdol Ador, le plus grand de la génération. Ça le fait très mal. Et là, il y a une expression qui est très dure à traduire, je vous avoue. Chalash da'ate. Chalash da'ate, ça veut dire littéralement, sa pensée s'est affaiblie. Mais on sait très bien que dans le Talmud, quand on emploie cette expression, ça veut dire bien plus que ça. En fait, moi, je dirais presque qu'il a presque perdu la raison. Il était tellement faible, il a tellement été affecté par ce qui se passait maintenant dans sa nouvelle vie, qu'il a presque perdu la raison. Presque devenu fou de ça. À un tel point que, regardez la suite, Ba'er achame umit. Il a adoré la miséricorde divine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a demandé? A priori, qu'est-ce qu'on aurait pu demander selon la suite de cette histoire? Il a imploré que peut-être les gens le reconnaissent. Ou alors que Akadosh Baruch Hu le fasse revenir 70 ans en arrière. Ou alors qu'il ressuscite ses proches, sa femme, ses enfants, qu'il ait une vie sociale, qu'il ait une vie comme il avait en temps. Non. Akadosh Baruch Hu a écouté la prière et selon la suite de l'histoire, on comprend que c'était quoi la prière. Sa prière, c'était d'être retranché de ce monde. Oumit, il est mort. En fait, quand il a demandé la miséricorde divine, c'était tout simplement de mourir. Akadosh Baruch Hu l'a accepté. Il lui a accordé cette faveur. À ce moment-là, il valait mieux pour lui qu'il disparaisse de ce monde que qu'il continue dans cette nouvelle vie qui ne lui convient pas. Amar Rava, et c'est la conclusion de l'histoire. Haïnu de Amre inche o chavruta o mituta. Rava, qui est parmi les Amoraïs qui font la conclusion de la Gemara, il nous dit, c'est ce que les gens disent, c'est le proverbe populaire, que disent les gens, il vaut mieux une vie en société, une vie avec des relations sociales, une vie avec de l'amitié, si on n'a pas une vie sociale, une vie avec des amis, etc., il vaut mieux mourir. Phrase très dure. C'est pas évident de comprendre l'histoire et l'enseignement qui vient de l'histoire selon le contexte de ce qui se passe. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment conscient, d'un côté, à quel point on est dépendant du contact social, à quel point on est construit des relations sociales qu'on a forgées pendant des années. Est-ce qu'on est conscient que toute notre éducation, toutes nos capacités, toutes nos qualités, en fait, c'est un développement face à l'autre. Quand on se tourne vers l'autre, on lui parle, on acquiert de lui des connaissances, on fait passer des connaissances. On rencontre toutes sortes de gens, on est allé être, comme on dit, mitémodède, à faire face à des situations parce qu'il y a une autre personne. Tout ça, en fait, c'est notre vie. C'est le principal de notre vie. Et cette chose-là, en fait, si d'un coup, soudainement, c'était pris de nous, c'était enlevé, qu'est-ce qui se passerait? Choni Hamagel, c'est exactement ce qu'il a vécu. Il a disparu pendant 70 ans, suffisamment de temps pour que tout ce qui constituait sa vie sociale d'antan disparaisse. Sa femme, ses enfants, il y a son petit-fils, mais il ne le reconnaît pas. Les gens dans le Beth Midrash ne savent pas l'apprécier à sa juste valeur. Il a perdu sa place. Il n'a plus sa place dans la société. C'est terrible. Terrible. Cette hibernation, cette léthargie lui a causé de disparaître d'une certaine façon de la surface de la Terre, bien qu'il est vivant, sain de corps et d'esprit. Une sorte de demi-mort. Alors évidemment, la raison pour laquelle j'ai choisi cette section, elle n'est pas inopportune. Ça va sans aucun doute certains d'entre nous rappeler peut-être ce qui se passe aujourd'hui, dans la période extrêmement bizarre, étrange qu'on est en train de vivre. Que, évidemment, on n'est pas tombé dans une hibernation de 70 ans, Baruch Hashem, mais ça fait déjà 7 mois qu'on est dans une sorte de léthargie. La vie a ralenti son rythme. Tout va beaucoup plus lentement. Les choses se passent différemment. On ne fait pas ce qu'on veut. Bon, très loin de ça. Et principalement, ce qui est affecté, c'est le contact social, le rapport aux autres. Le fait que la preuve que je vous parle par écran interposé, ça veut dire qu'effectivement, on a beaucoup de mal à se rencontrer. Et pour les habitués du CNEF, le cercle convivial qu'on a dans la rue Ben Yehuda, une fois par semaine, ça, pour l'instant, c'est impossible. Ça veut dire qu'en fait,
le cercle social est complètement affecté, changé, transformé. Et comment on vit ça? Comment on vit ça? Comment on vit le fait que maintenant, si je veux m'asseoir et manger une pizza avec mon meilleur ami, ça va être compliqué. Si je veux aller voir ma grand-mère, c'est encore plus compliqué. Et si je veux qu'on fasse un rassemblement de plusieurs personnes ou faire tout simplement mon anniversaire, c'est encore plus compliqué. Pas évident. Ça fait encore un mois et encore un mois, encore un mois. Comment je vis ça? Comment j'arrive à faire face à cette chose-là? Et c'est extrêmement intéressant de voir que Choni Améagel, un des plus grands justes de l'histoire d'Israël, quelqu'un qui avait cette capacité que cette fila soit acceptée, ce qu'on appelle un mekoubal, c'est-à-dire que cette fila est acceptée par l'au-delà, lui, a priori, on aurait dû penser que même après une hibernation de 70 jours, même après que tout son cercle social est complètement changé, il n'est plus de cercle social, comme on dit chez nous vulgairement, marpat, mais pourquoi c'est important? Alors, il veut servir Hachem, non? Il veut étudier, prier, faire des milieux trasadim. Pourquoi c'est si important pour lui? À un tel point que quand il voit que tout ça s'est effacé, il n'a plus d'amis, il n'a plus de relations sociales, il n'a plus sa place dans la société, il demande tout simplement, clairement, à disparaître. Et le plus grand chilouche encore, c'est pas ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu l'accorde. Akadosh Baruch Hu est d'accord. On sait très bien, surtout dans la période dans laquelle on vit, on sait très bien que la valeur de la vie, elle est au-dessus de tout. Puis quand on a fait ce accord, et la vie, la valeur de la vie est sainte. Et là, on voit qu'il y a une sorte de compréhension entre d'un côté Choni et d'un autre côté Akadosh Baruch Hu qui dit je comprends mon fils, je comprends que tu souffres énormément. Et tu sais quoi? Ok. Alors, regardez, vu que, encore une fois, on est dans un nouveau fait qu'on n'a pas encore tous les ustensiles nécessaires pour être de plus en plus en contact les uns avec les autres, maintenant, il y a une opportunité effectivement de s'exprimer sur cette histoire avant qu'on passe à la prochaine histoire. Donc, on peut le faire par le chat sur Zoom. Donc, je vous invite tout de suite à nous faire partager vos réactions sur cette première histoire. Et de façon générale. Et de plus, essayez déjà de répondre à la question qui, moi, me tracasse. Comment c'est possible qu'un juste comme Choni Améagel soit si préoccupé par la disparition C'est revenu. Ok. Juste, on n'a pas entendu la question, si on peut reposer la question. Je reviens sur la question. Ok. La question, elle est la suivante. Comment c'est possible que Choni Améagel, qui est un des plus grands justes de l'histoire du Talmud, qui a un canal ouvert tout le temps vers Akadosh Baruch Hu, une antenne qui émet tout le temps vers Akadosh Baruch Hu, comment c'est possible que lorsqu'il se rend compte que dans sa maison, on ne le reconnaît pas et que dans son Beth Midrash, dans le Beth Midrash où il avait l'habitude d'aller, on reconnaît sa Torah, mais lui, personnellement, on ne le reconnaisse pas, ça lui cause un tel tracas, une telle peine qu'il est prêt à disparaître. Chacun peut partager, si vous voulez vous enlever le micro ou écrire par le chat, c'est le moment. Okay. Sinon, on continue, c'est pas grave. Parce que le judaïsme, c'est une religion qui est très sociale et qui est très... c'est pas quelque chose... On ne peut pas être juif et être seul et être isolé. C'est une religion très sociale. Donc, vu que c'était un Gzolei Torah, il devait comprendre l'importance d'être en société. Complètement. C'est vrai que tout ce qui a rapport avec le Torah ou mitzvot, on le fait ensemble. On le ressent énormément dans cette période. On prie ensemble, on étudie ensemble, on fait des mitzvot ensemble. Et ça, c'est sûr. C'est sûr que ça l'a affecté. Mais en fait, je voudrais dire que ce n'est pas par hasard que les sages du Talmud ont décidé de choisir une personnalité comme Choni pour nous parler de cette histoire. C'est-à-dire
un des plus grands. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire que malgré tout, lui va surmonter ce problème. C'est-à-dire que, bon, si ça m'arrive à moi, je peux tout à fait comprendre que j'ai la réaction chronique. Mais si ça arrive à Roli, à Gaël, on aurait pu penser qu'effectivement, ça l'affecte beaucoup moins. Ça l'affecte, mais pas à un tel point qu'il demande à disparaître doucement. Alors regardez, on va passer à une autre histoire, qui est l'histoire des amis de Iov. Vous voyez le texte en face de vous? C'est une section du Talmud qui se trouve dans Maseret Baba Batra. Et là, je vous donne tout de suite le réca, les antécédents, c'est-à-dire que Iov, celui qu'on appelle Job, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a accumulé beaucoup de malheurs pendant sa vie. Et ça commence tout de suite dans le début du livre par le fait que tous ses enfants, là, nous, ses filles et ses garçons sont tués de façon terrible. Et il perd tous ses biens. Et en plus de ça, hein, il est atteint d'une lèpre qui le ravage, qui le dévore, à un tel point qu'il passe plus qu'à dans son temps enterré dans une sorte de fosse dans la terre pour essayer de calmer sa souffrance physique. Et là, on nous parle en fait de ces trois amis qui entendent parler du malheur de Iov et qui décident de venir le réconforter. Alors, c'est possible qu'ils viennent le réconforter dans la shiva de ses enfants, l'endeuillement de ses enfants. Mais ce qui est important, c'est le verset suivant. Vaishmu shloshet re'ei Iov et kol hara hazot haba alav vayavou ish mimekomo Eliphaz haTemani ubildad hashuchi tzofar hanaamati. C'est-à-dire, les trois amis de Iov ont entendu ce qui s'était passé pour Iov, le grand malheur qu'il a touché. Et ils sont venus chacun de son endroit. Ils sont venus et en fait, ils se sont rencontrés pour venir le réconforter. Alors, la Gemara va mettre le point sur quelque chose qui la tracasse, qui la préoccupe, c'est quoi? Vaïvadou Yardav. C'est-à-dire quoi? Qu'ils se sont rencontrés pour venir le réconforter. Chacun est venu de son côté, est arrivé à l'heure ou au moment ou au jour où il est arrivé. Mais là, on nous dit non, en fait, ils se sont rencontrés avant de rentrer dans la maison de Iov. C'est-à-dire qu'ils sont tous venus chacun de là où ils venaient, et ils se sont rencontrés. Ils habitaient à une distance de Shlosh Mot Parsa, c'est-à-dire 1200 km. 1200 km l'un de l'autre, ou alors 1200 km de l'endroit de Iov. Donc, c'est pas vraiment la porte à côté, et donc ça veut dire que ça leur a pris du temps pour arriver. Et là, en fait, on comprend que ce n'est pas une coïncidence. Comment c'est possible que trois personnes qui viennent d'une distance si loin, ils arrivent ensemble à la demeure de Iov au même moment? Comment c'est possible? Et là, la Gemara, elle répond, une réponse un peu surprenante, ils disent comme ça. Klila avaleu. Ils avaient une couronne. Chacun d'entre eux, les quatre amis, c'est-à-dire les trois amis de Iov et Iov lui-même, ils avaient une couronne, et dans cette couronne, il y avait la figure des trois autres amis sculptée sur cette couronne. C'est-à-dire que, par exemple, dans la couronne de Job, il y avait la figure de ces trois autres amis qui sont mentionnés ici, chacun sculpté sur cette couronne. Et la même chose chez Eliphaz, chez Bildad et chez Tsophar. Et alors, et s'il y en avait un qui était atteint de peine ou de souffrance, on voyait ça tout de suite sur la figure qui était sculptée sur la couronne. Son visage changeait. Deuxième version, non, ce n'est pas une couronne. Chacun avait planté dans son verger 3 arbres. Chaque arbre, il lui a donné le nom d'un de ses amis. S'il rentrait dans son verger et il voyait qu'un des arbres donnait des fruits desséchés, ça voulait dire que l'arbre auquel il a donné le nom de son ami, il était en peine et en souffrance. C'est comme ça qu'ils savaient. Ils n'avaient pas WhatsApp, ils n'avaient pas Zoom. C'était la façon de communiquer. Mais par quoi ils communiquaient? Par savoir le tracas, la peine et la souffrance de l'autre. C'est pour ça qu'à partir du moment où ils ont su que Iov a été atteint d'un tel malheur, ils l'ont vu tout de suite. Ils l'ont su tout de suite. Bon, apparemment, c'était une sorte de magie. Et ils sont mis en route. Ils sont mis en route, pas une petite route, 1200 km. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés sur place. Et effectivement, ils l'ont conforté. On ne va pas rentrer dans de quelle façon ils l'ont réconforté. Mais la suite de l'histoire, c'est comme ça.
Amar Rava, Aïnou de Amre Inche, O Chavra Bechavre, O Chavra Kechavre de Yov, O Mituta. Le même Rava qu'on a mentionné tout à l'heure, le même Rava qui est venu conclure l'histoire de Choni Amagel, c'est lui qui apparaît de nouveau. Okay? Dans la section d'en haut, celui qui a dit, regardez le mot en rose, Chavruta Mituta, celui qui a dit ça, c'est Rava, qui fait en général la synthèse du Talmud. Alors, ce même Rava, un des plus grands Amoraïm, il vient dire aussi sa synthèse de l'histoire des amis de Iov. Il dit comme ça, c'est ce que disent les gens, c'est-à-dire un proverbe populaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ou tu as des amis qui sont comme les amis de Iov, ou alors il vaut mieux la mort. Terrible. Phrase terrible. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est quoi les amis comme les amis de Iov? On a vu là deux ingrédients de l'amitié des amis de Iov, de l'affection qu'ils portaient pour lui. Un, ils arrivaient à savoir et à quel moment précis ils ressentaient du tracas et la souffrance. Et c'est ça qui les intéressait. Quand ils ont planté des arbres dans leur verger, ils n'ont pas fait une sorte de tour de magie, de sortilège pour faire que quand il va marier sa fille, qu'il m'invite. Et je veux voir que l'arbre, il donne des grosses pommes. Non. Ils ont cherché à savoir quand c'est qu'il aura moi. Quand c'est qu'il sera plongé dans le tracas et la détresse. Et moi, je dois le savoir tout de suite. Même si je dois me servir d'un sortilège pour ça, et j'ai une seule chose que je peux faire, eh ben, je veux que ce soit ça. Deuxième chose, à partir du moment où ils l'ont su, chacun a pris son bâton de marche et est parti pour un massa de 1200 km. Et la conclusion de Rava, c'est de dire, de là, tu vas prendre l'amitié. Tu veux savoir c'est quoi l'amitié? L'amitié, c'est la compassion. L'amitié, c'est comme on dit en hébreu de nos jours, empathia. C'est-à-dire quand tu sais, d'abord quand tu t'intéresses de savoir que ton ami il a besoin de toi. Quand tu sais que ce qui compte en fait, c'est être là pour la personne quand elle a vraiment besoin de toi, pour la réconforter, et pas simplement pour manger une glace au rimon. J'ai rien contre manger une glace au rimon, okay, c'est juste à côté du Knef. Mais c'est pas que ça. Et principalement, nous dit Rava, le principal, c'est que si tu es prêt à te réjouir dans les smachot de tes amis, il faut surtout et principalement que tu sois prêt à donner un coup d'épaule quand ils ont besoin de toi. Nous dit Rava, en fait, selon le Maharsha, un des plus grands commentateurs du Talmud, qui a vécu à 450 ans, il nous dit, regarde, rejoins les deux histoires et tu vas comprendre quelque chose d'important. La question qu'on a posée sur Choni Amagel tout à l'heure. On a dit, Choni, on n'a pas trop compris en fait pourquoi c'est si important pour lui, les relations sociales, de géant. Il n'a pas besoin de ça a priori. Et la réponse, elle est là. Il dit oui, si vraiment tu as compris que Chavruta, o Chavruta o Mituta, que Chavruta, c'est des relations sociales générales, des liens, des connaissances, qu'on appelle en hébreu Ekerut. Si c'est ça, Chavruta, alors Béhémet, c'est sûr que Choni, il n'a pas besoin de ça. Et ce n'est pas pour ça qu'il a besoin de disparaître du monde. Mais si tu viens comprendre, comme nous a dit Rava ici dans la deuxième section sur l'histoire de Iov, si tu viens comprendre que Chaver, c'est celui qui est vraiment proche de toi, hein, à un tel point qu'il ressent ta douleur et qu'il est là pour te prêter main forte quand tu as besoin, alors là, tu peux comprendre que ce qui a causé à Choni de perdre la raison, c'est lorsqu'il s'est rendu compte, non pas qu'on ne lui donnait pas l'honneur qu'il avait, qui lui revenait. Ça, on peut vivre avec ça. Bon, il n'a pas le statut social qu'il avait avant. Il n'est pas redevenu le Choni qu'il avait avant. Et alors, le problème, c'est que ça lui a causé une souffrance. Et il n'y a personne qui a fait attention à cette souffrance. Il n'y a personne qui est là pour dire, je comprends ce que tu vis. Il n'y a personne qui était là pour dire, écoute, peut-être qu'il y a 70 ans, ta vie était meilleure, maintenant c'est plus dur, etc., etc. Il n'y a personne qui est venu, Ilikrato, qui est venu le réconforter à ce niveau-là. Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est l'amitié? La plupart du temps, lorsqu'on lit des liens d'amitié et qu'avec le temps, on a l'impression qu'ils se forgent,
très souvent, on peut se rendre compte des fois que ces liens-là qu'on a, hein, ils sont autour d'occasions particulières. C'est-à-dire que quand tout va bien, on a beaucoup d'amis. Quand on veut faire la fête, on a beaucoup d'amis. Quand ça va mal, c'est un peu plus dur. Au bout de 50, 60 personnes, ça rétrécit un peu le groupe d'amis. Et même il y a des fois où si ça va vraiment très mal, chas v'shalom, c'est même dur d'en trouver un seul. Alors, la période qu'on est en train de vivre, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente pour chacun. Il y en a qui la vivent mieux que d'autres. Mais Dafka, il y a de grandes chances que les gens qui sont un petit peu entre deux eaux, c'est-à-dire les gens qui ont quitté l'adolescence et qui vont maintenant rentrer dans la vie familiale Bezrat Hashem, ils sont un petit peu entre deux structures. Ils ont un peu abandonné la maison de papa et maman, les frères et les sœurs. C'est des grands maintenant. Ils viennent se battre sur le terrain des grands. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas encore monté leur maison, peut-être. Ils n'ont pas encore eu la chance de se marier, etc. Alors là, effectivement, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que le principal de ton accomplissement pour l'instant, c'est effectivement les relations sociales. C'est effectivement ce côté-là où il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de rapports aux autres, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de ce qu'on appelle sichot nefesh. Et on a un gros besoin aussi d'avoir avec qui se tourner et de parler de toutes sortes de sujets. Et ça, Dafka, pendant les derniers mois, c'était pris de nous. Comment on le vit? Est-ce qu'on va le vivre comme chronique, chas v'shalom? Non. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve une solution. Alors, la solution, en fait, elle se divise, à mon humble avis, en deux. Évidemment, c'est juste un appel à penser ce que je fais maintenant. Parce que ce que je voudrais, c'est que l'étude qu'on est en train de faire, pour chacun se pose la question, Bémet, c'est quoi l'amitié? Parce que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera à étudier ce sujet. C'est quoi, en fait, ce qu'on appelle Chaver ou alors Réa en hébreu, Vaftarecha Kamocha. Alors, la première réponse, quand on va dire c'est quoi le Chaver, c'est la réponse que nous a donnée maintenant Rava, c'est-à-dire il faut que tu aies au moins un, deux, trois, comme Yom, trois amis qui sont vrais, sincères, qui font partie de ta vie, des gens qui sont là pour te soutenir dans n'importe quel. Si effectivement, tu te rends compte que dans les moments durs, peut-être dans la période qu'on est en train de vivre, il n'y en a pas, alors ça veut dire qu'il faut faire un effort dans ce sens-là. Comme il y a écrit dans Masechet Avot, Kne lecha chaver. Fais des efforts pour avoir un vrai ami. Pas quelqu'un avec qui tu fais la fête uniquement, quelqu'un que tu sais que tu peux compter sur lui. C'est un effort à faire. C'est un effort à faire. Et je pense que Dafka, dans cette période, c'est le bon moment pour le faire. On n'a pas besoin d'être s'étaler sur un grand nombre de personnes, mais effectivement, une qualité viable. La deuxième chose, et c'est pas moins important, alors regardez la troisième source. On dit le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, c'est un des plus grands kabbalistes, qui lui aussi a vécu à la même époque, qui a environ 450 ans, comme le Maharsha, en Europe de l'Est. Et il a écrit ce qu'on appelle Shara Otiot, de cette façon le livre des lettres. Et là, dans la lettre Chet, il vient de parler de la valeur Chaver. Un ami, c'est quoi un ami? Il donne plusieurs définitions. Une d'entre elles, un petit peu attrapée au vol, si vous voulez. Gam bichlal Chaver Tov. Qu'est-ce qui est inclus dans la définition d'un bon ami? Un vrai ami. Il dit ça au nom de Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, Beresh Harevi, Echad meofnei avoda harishon, sheitchaber ha'adam lanashim sheoreru hu la'avoda. Il faut se rattacher, se raccorder, créer un lien, éveiller à te rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire que, n'oublie pas, Chaver, ça vient aussi du mot Chibur, un lien. Et là, très souvent, c'est notre erreur. On pense que Chaver, c'est Dafka quelqu'un qui me ressemble, qui a plus ou moins mon âge, qui aime ce que j'aime dans la musique, qui aime bien les sorties que j'aime, etc., etc. Et oui, de cette façon, on n'a pas tort, parce que c'est un grand kiff comme ça. Mais d'un autre côté, on peut voir que dans des périodes un peu difficiles, c'est Dafka ce type de Chaver qui disparaissent. Et là, il va falloir remplacer le Chaver par un Chibour, un lien qui est peut-être différent. Et là, on va révéler que en nous, on a une capacité de créer des liens avec des gens avec qui on n'aurait pas pensé qu'on pourrait créer des liens. Des gens qui n'ont pas le même âge, des gens qui ne viennent pas du même horizon que moi. Et je vais avoir un dibour, une parole
que ce soit virtuellement ou physiquement. Et je vais révéler en moi-même des choses qui me surprennent, que je vais arriver à avoir un lien avec quelqu'un qui a priori était loin de moi. Et vu que maintenant, il y a une première couche d'amis qui est un petit peu disparu, qui s'est un peu éloigné par la force des choses, là, en fait, je vais créer des nouveaux liens avec des gens qui sont... Je vais être surpris moi-même d'avoir des liens avec des gens comme ça. Peut-être que le petit vieux à la synagogue, Ken, qui est assis à côté de moi, hein, ben peut-être que je commence à lui parler et je vais révéler qu'il a pas mal de choses à raconter. Peut-être que la voisine de palier un peu plus âgée que moi, qui n'a jamais vraiment parlé, peut-être que je vais me rendre compte qu'effectivement, je peux créer un lien d'amitié comme je connaissais avant, mais un lien, un chibour qui est différent et qui peut être aussi de qualité. Et regardez la suite, encore plus forte. Le mot chaver s'applique aussi envers les aniim, cholim, veshrouim, betzarot. C'est-à-dire, tu peux aussi être l'ami d'un pauvre, de quelqu'un qui est malade, de quelqu'un qui est pris de détresse, qui souffre. Parce que de la même façon que toi, tu ressens le manque du chaver, je pense que l'autre aussi ressent le manque du chaver. Et à la place peut-être de se concentrer, de se préoccuper juste sur mon manque à moi, et d'être dans une attente de recevoir, je peux peut-être me tourner vers l'autre et être dans une attente de donner. Et là, peut-être je peux avoir encore plus que ce que j'aurais si je m'attends juste à recevoir. Parce que donner, c'est beaucoup, beaucoup recevoir. Et quand on fait cet effort-là de se tourner vers l'autre, effectivement, de voir quels sont ses besoins et de se mettre à sa disposition, très souvent, on voit que d'Afka, ça donne un très, très grand réconfort. Très grand réconfort. Pourquoi? Parce que j'ai accédé à la vérité. J'ai accédé à quelque chose de vrai, de fort, de beau, d'efficace. Et c'est peut-être maintenant, d'Afka, le moment de réaliser ce type de choses, vu qu'encore une fois, il y a toute une couche, toute une strate d'amis qui peut-être ont pris un peu du large, sont éloignés un peu par la force des choses, de là où je me trouve. Ou alors, le lien que j'ai avec eux, il est complètement différent. Il est uniquement par ça me suffit pas. Alors voilà, en gros, ce qu'on voulait étudier aujourd'hui dans la Souga de l'amitié, vivre l'amitié ou rien, au Chavruta ou Mituta, et un petit peu comme conclusion, on va dire que oui, effectivement, si Chazé Shalom, il y a quelqu'un qui arrive à une sorte de situation où il n'a pas de vrai ami sincère sur qui il peut reposer, alors la situation, elle est dure. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de remède, elle n'a pas de solution. Je pense que Dafka, bien au contraire, c'est au sein d'une situation comme ça qu'il faut essayer de créer de nouveaux liens et, euh, et de renforcer les liens qui est vrai et sincère. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vraiment développé. Okay. Bezrat Hashem, on se revoit la semaine prochaine pour une autre étude, apparemment sur le sujet aussi de l'amitié et des rapports sociaux. Et si vous avez des remarques et des réactions, vous pouvez nous les faire parvenir. On va laisser quelques minutes si certaines personnes veulent poser des questions. 3-4 minutes. Donc, c'est à votre tour. Je veux remercier en tout cas Rav Bélange d'être venu et qu'avec ce sujet, on rentre vraiment dans le feu de l'action. C'est tellement les questions qu'on se pose et individuellement et même aussi au niveau des organisations, comme ça, de ce côté d'être ensemble et tout. Donc, merci à Shlomo de nous faire vivre ça et de nous faire réfléchir sur ce sujet. Et voilà, donc là, c'est parti. Que chacun aussi fasse partager le cours. Il était aussi sur Facebook Live. Voilà, que ceux qui avaient l'habitude aussi de venir au bureau, j'espère que tout le monde a été averti. Et voilà, on a bien commencé l'année universitaire. Merci Shlomo. Vakasha, Shabbat Tov à tout le monde et qu'on a encore
le plaisir de partager encore beaucoup d'études ensemble. Late out. C'est bon.